Imaginez deux personnes dans deux quartiers différents. Elles ne se connaissent pas, mais elles vivent une réalité étonnamment parallèle. Toutes deux achètent le même produit. Une boîte de céréales, un billet de train, une assurance automobile. Mais ce qui les différencie, ce n'est pas seulement leur situation sociale. C'est aussi le prix qu'elles paient. L'une paiera 3 €, l'autre 4,50 €. Et ce sera, paradoxalement, la personne avec les revenus les plus faibles qui paiera plus cher. Ce paradoxe a un nom, la taxe sur la pauvreté. Ce n'est pas une taxe officielle, mais c'est une mécanique implacable, discrète, systématique. Une mécanique qui pénalise les plus précaires, parce qu'ils sont précaires. On parle ici de micro-différences, de décisions prises sous contrainte, de dépenses invisibles mais cumulées, qui finissent par peser lourd. Comment est-ce possible? Et surtout, pourquoi est-ce que ça dure? Commençons par un geste banal, faire ses courses. Dans de nombreux quartiers populaires ou isolés, les grandes enseignes sont absentes. Pas de magasins discount, pas de retrait en voiture, pas de promotion massive. Seulement des petites supérettes, souvent plus chères. Résultat, les habitants achètent au jour le jour en petite quantité. Et dans ces commerces, les produits du quotidien, le lait, les pâtes, les couches, les fruits, coûtent souvent 10 à 30% plus cher. Pourquoi ? Parce que ces commerces ne bénéficient ni d'économies d'échelle, ni de marge de négociation avantageuse. Et ils savent que leurs clients n'ont pas vraiment le choix. Ajoutez à cela le coût du transport pour aller jusqu'au supermarché le plus proche. Et pour ceux qui n'ont pas de voiture, personnes âgées, familles monoparentales, étudiants, ce simple acte devient un obstacle logistique et financier. Autre exemple, le crédit. Quand on est salarié en contrat à durée indéterminée, avec un revenu stable, on peut emprunter à des conditions très avantageuses. Mais dès que votre situation est fragile, intérim, CDD, découvert répété, les choses se compliquent. Et c'est là qu'entrent en scène les crédits dits faciles. Paiement en plusieurs fois, crédit renouvelable, microcrédit à taux élevés. Ce sont souvent les seules portes encore ouvertes, mais elles ont un prix redoutable. À montant égal, le coût du crédit peut varier de 1 à 10. Plus on est en difficulté, plus on paie pour emprunter. Et cela ne s'arrête pas là. Prenons le logement. Les personnes à faible revenu vivent souvent dans des logements anciens, mal isolés, parfois insalubres. Chauffer un logement qui fuit de toutes parts, c'est jeter de l'argent par les fenêtres. Littéralement. Et pourtant, ces logements sont les seuls accessibles. On les choisit pour leur loyer bas, mais ils coûtent plus cher à vivre au quotidien. C'est ce que l'on appelle la précarité énergétique, une spirale qui piège les plus modestes. Et il y a aussi le temps que l'on perd, chaque jour, à cause de l'endroit où l'on vit. Les personnes les plus aisées vivent près des centres-villes. Leurs trajets sont rapides, optimisés. Les plus modestes, eux, cumulent les correspondances. Parfois 2 heures de trajet par jour, et ce temps perdu, c'est aussi de l'argent. Abonnement, carburant, entretien, tout cela pèse sur un budget déjà serré. À la fin de l'année, le prix de la mobilité est bien plus élevé pour ceux qui ont moins de moyens. Mais alors, pourquoi cette mécanique injuste continue-t-elle à fonctionner ainsi ? D'abord, parce que l'urgence du quotidien empêche de planifier. Comparer, anticiper, négocier, tout cela prend du temps et nécessite de l'énergie mentale. Ensuite, parce que l'information manque. On ne sait pas toujours qu'on peut faire autrement ou comment faire autrement. Enfin, il y a une logique de marché. Certains services prétendument adaptés aux personnes en situation de précarité sont en réalité extrêmement rentables. Le crédit à taux élevé, les offres d'assurance avec frais cachés, les forfaits inadaptés, c'est un marché captif. C'est cynique, mais économiquement, logique. Heureusement, des solutions existent. Des circuits courts, des associations pour le maintien d'une agriculture paysanne, des supermarchés coopératifs permettent à certains de reprendre le contrôle. Des associations informent, accompagnent, orientent. Elles créent du lien là où l'isolement domine. Mais ces initiatives sont encore trop isolées, trop fragiles, trop locales. Il faudrait des politiques publiques structurantes, capables d'inverser la logique. Pas pour assister, mais pour créer les conditions d'une égalité réelle d'accès aux biens essentiels. La pauvreté ne coûte pas seulement en confort ou en choix. Elle coûte en argent, en temps, en santé mentale. C'est une injustice silencieuse, une transmission invisible, génération après génération. Tant qu'on ne s'y attaque pas, on continuera à faire payer plus à ceux qui ont moins.